Bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire. Nous allons attendre encore 2 petites minutes pour que tous les inscrits puissent se connecter. Et à 11h02 précise, nous allons commencer l'événement. Merci de votre patience. Voilà, pour les nouvelles personnes qui se connectent, nous allons commencer à 11h02 précise. Bonjour aux nouveaux participants qui se connectent. Nous allons commencer dans une petite minute. Le compteur de participants augmente doucement mais sûrement. 11h02, je vous propose que nous commencions ce webinaire. Merci à tous de vous être connectés en ce lundi matin. Un mot pour commencer sur le concept. Nous avons le plaisir d'organiser Direct Dirigeant en partenariat avec l'agence de communication financière Newcap. Donc, Direct Dirigeant a pour vocation de vous faire rencontrer des sociétés cotées, small et mid caps principalement, découvrir leur business, mieux les comprendre, mieux les appréhender pour ensuite vous aider à investir. L'innovation importante de ce dispositif, c'est de vous donner aussi l'accès à l'analyse financière de ID Mid Caps, représenté par Sébastien Féjean. Et pour cette première édition du webinaire Direct Dirigeant, tout sur mes finances Newcap, nous avons le plaisir d'accueillir Grégoire Bourdin, qui est directeur général de iPay. Bonjour Grégoire. Bonjour Olivier, bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour Grégoire. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de faire une très brève présentation de iPay. Vous êtes un prestataire de services de paiement. Vous permettez aux commerçants de faire des encaissements en ligne. Vous vous êtes introduit en bourse en 2015. L'année dernière, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 53,9 millions d'euros en forte croissance de 18%. Capitalisation boursière, un petit peu moins de 50 millions d'euros au 30 juin et vous avez une implantation en Europe ainsi qu'au Brésil et aux États-Unis. Voilà pour l'essentiel. Un petit mot aussi sur toi, Sébastien. Donc, tu représentes ID Mid Caps, société d'analyse financière qui existe depuis 20 ans, l'une des équipes historiques de la place, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure expertise sur le marché sur les small et mid caps, qui nous donnera son point de vue et son regard toujours acéré sur les sociétés de la cote, et en l'occurrence iPay, un dossier que tu connais bien. Oui, Olivier, nous avons donc initié la couverture sur iPay il y a maintenant près d'1 an. Et donc, nous sommes effectivement très intéressés par ce dossier qui est un dossier de croissance. Alors, la croissance, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué, surtout pour les small caps. Mais il y a peut-être justement un très bon point d'entrée à jouer. Et on va tenter de convaincre l'ensemble des participants à ce webinaire que les 10 euros sont potentiellement, effectivement, un très bon point d'entrée. Très bien. Alors, merci Grégoire. Je vous propose qu'on commence l'échange. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref historique de votre société ?
nous expliquer peut-être les 2-3 principales étapes qui vous ont permis d'en arriver jusque-là. Est-ce qu'il y a voilà, des événements marquants qui ont jalonné votre histoire et qui méritent le détour pour comprendre là où on en est aujourd'hui? Oui, il y en a pas mal, mais enfin, j'en citerai trois. D'abord en 2015, avec, comme tu le rappelais tout à l'heure, l'introduction sur Euronext de façon indépendante, donc la cotation d'IP Group et ça, qui fait vraiment le début d'un IP indépendant. Et puis ensuite, en 2017, à l'été 2017, on a cédé une activité historique qui était du paiement sur facture opérateur. Donc de 2015 à 2017, en fait, on avait les deux. On avait cette activité historique qui avait par le passé bien marché, mais qui était plutôt quand même en décroissance. Et puis l'activité plus porteuse, telle qu'on la suit aujourd'hui sur les paiements à destination des retailers, soit en e-commerce, soit en magasin physique. Et donc ça, c'est à partir de 2017, finalement, on devient un pur player des paiements et on a cédé l'activité historique en décroissance. Et puis 2020, année importante pour pas mal de monde de toute façon. Mais avec l'arrivée du Covid, le confinement, pas mal de choses comme ça qui, pleines de doutes et en même temps assez porteuses sur la partie du e-commerce et puis assez porteurs plus globalement sur la transformation digitale des enseignes, des retailers qui sont la base de nos clients et sur tous ces nouveaux projets de transfo digital qu'on cherche à accompagner aujourd'hui et depuis 2 ans. Très bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est que vous nous présentiez un petit peu votre business pour que les participants puissent mieux comprendre votre activité. Vous avez parlé à la fois de retailers qui sont présents sur le digital, mais pas uniquement. Vous pourriez nous présenter un petit peu le cœur de votre activité, votre proposition de valeur. Le client type, ça va être donc une enseigne de distribution, généralement qui a à la fois des magasins physiques et puis des distributions digitales. Alors une appli, évidemment un site e-commerce par exemple, des marques de taille moyenne, donc que nous on appelle tiers 2, mais qui vont faire entre 1 et 100 millions d'euros de volume sur Internet par exemple. Donc ce ne sont pas les gros acteurs mondiaux, globaux, ce ne sont pas non plus des petites structures régionales, on est plutôt sur des acteurs qui ont un fort footprint national et qui commencent à aller faire un peu de business autour de leur zone initiale. On est historiquement français, donc c'est beaucoup de clients français. Aujourd'hui, c'est 60% de l'activité, mais il y a quand même 40% à l'international. Et quand on parle d'international, nous, on est présent historiquement au Portugal, en Italie et en Belgique. Et puis, on adresse maintenant aussi les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne depuis Paris. Et donc, on cherche en fait sur ces marchés-là des enseignes de distribution avec une appétence au digital. Bon, c'est de plus en plus le cas de toute façon, et qui vont être historiquement assez forts sur l'un de ces pays et puis commencer à s'étendre. Alors, pourquoi pas des Pays-Bas vers l'Allemagne, de l'Espagne vers la France. Et c'est ce type de client à qui on peut vraiment apporter quelque chose de puissant puisqu'on est nativement cross-border et on sait adresser, on sait comment fonctionnent les marchés locaux des paiements. Même si on est sous la même loi de directive sur les services de paiement européenne, on a quand même besoin de maîtriser les moyens de paiement locaux, carte bancaire en France, en contact en Belgique par exemple, et ce genre de connaissances est assez utile à nos clients quand ils font leur développement international. Très bien, merci. Ça m'amène à ma question suivante tout naturellement. Est-ce que vous pourriez alors vous nous avez expliqué qui étaient vos clients, mais comment est-ce que vous faites de la conquête? Si je vous suis, c'est que par capillarité, un de vos clients qui peut avoir une implantation internationale devient un vecteur de croissance aussi naturel pour vous. Comment ça se passe? Clairement, les références sont un élément clé dans le secteur. Il faut pouvoir démontrer qu'on sait qu'on accompagne déjà des marchands connus des autres prospects. Donc ça, c'est un point clé. Mais aujourd'hui, c'est quand même très largement acté, puisque ça fait des années qu'on a des grands comptes, par exemple VP, Marionneau, Le Civet, ce genre d'acteurs. Donc on sait démontrer notre capacité à faire à travers notre portefeuille client. On a à peu près 1 millier de clients grands comptes aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de les atteindre. Donc on est sur un secteur où la chasse commerciale est importante. Donc on a un peu plus de 20 commerciaux chasseurs aujourd'hui qui se répartissent sur les 5 zones qu'on adresse. Et donc ça va être de la chasse directe avec une approche soit par des événements, essentiellement des événements, des salons, ce genre de choses, ou alors carrément des cold calls ou des achats de fichiers. Très bien. Et on est quand même encore aujourd'hui 98% de vente directe, quoi.
D'accord, très bien. Ça veut dire que vous avez un potentiel aussi sur la vente indirecte ou c'est un non-sujet pour vous? À ce stade, c'est pas forcément un sujet. C'est pas là-dessus, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas ce qu'on sait faire. Je sais que ça existe dans le secteur. Peut-être plus chez des très gros acteurs mondiaux qui font beaucoup d'acquisitions, qui vont chercher à distribuer leurs produits comme ça grâce à peu importe d'ailleurs des acteurs divers et variés. Voilà, nous on a cet ADN d'accompagnement qui commence par le contact avec le commercial en début de rencontre. Très bien. Avant de vous poser la question suivante, hein, j'invite tous les participants à profiter de l'outil de questions en bas à droite pour qu'on puisse y répondre à la fin de la présentation. Je vous propose qu'on enchaîne. Vous avez justement parlé d'acteurs plus importants que vous. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit paysage concurrentiel, en tout cas nous dresser le paysage concurrentiel pour bien comprendre votre position? Et histoire de bien situer les choses pour tous les participants, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous différencie de grands acteurs, de géants même comme Worldline, Mastercard ou Adyen qui ont chacun des spécificités et des différences? Ouais. Alors d'abord, il y a tout. Donc nous, on intervient du côté du client, du commerçant. Il y a tout un secteur des paiements qui intervient du côté des consommateurs et des porteurs de cartes. Généralement, c'est les banques de ces consommateurs qui vont leur fournir un moyen de paiement. Donc nous, on n'est pas dans l'émission, on n'est pas côté consommateur, on n'est pas non plus au milieu. Les systèmes de paiement, vous évoquiez Mastercard, mais des acteurs comme PayPal aussi, carte bancaire, enfin il y en a beaucoup. Eux se situent justement à la croisée des chemins et sont à la fois côté consommateur et côté marchand. Et donc voilà, nous c'est pas non plus ça. Nous on est du côté du marchand et on va faire en sorte de connecter correctement le marchand à tous ces systèmes de paiement, de façon à ce qu'eux puissent vendre leurs biens et services et nous récupérer l'encaissement de leur chiffre d'affaires. Donc on n'est pas un moyen de paiement. Et donc côté fournisseur de services techno pour les commerçants, on va effectivement avoir historiquement beaucoup les banques en fait, hein, qui sont encore aujourd'hui qui détiennent la majorité des parts de marché, les banques traditionnelles, qui le faisaient notamment en revendant de la techno en marque blanche, techno par exemple de Worldline, ou d'autres acteurs. Donc, il y avait vraiment certaines boîtes techno qui vendaient en marque blanche de la techno pour les banques. Voilà. Et puis sont arrivés depuis, alors pour Adyen 2005, pour nous entre 2012 et 2015, des acteurs full service qui disruptent. Alors c'est pas un gros mot, mais voilà, qui sont venus un peu changer la donne. Sachant que voilà, les banques sont des acteurs généralistes, ils ont plein de qualités, mais ils ne sont pas experts du paiement. En tout cas, ils ne savent pas forcément mettre des experts du paiement en face. Ce n'est pas forcément non plus d'ailleurs des boîtes techno. Et donc, c'est là où des acteurs comme iPay, un PSP full service, et qui ne fait que du paiement et tout le paiement, trouvent vraiment leur sens vis-à-vis des commerçants. Puisqu'on a cette capacité à fournir quelque chose de packagé. On fait que ça, donc on est expert et on les aide sur les aspects technologiques, sur les aspects réglementaires, de cash management, de gestion de la fraude. Voilà, donc beaucoup de services à valeur ajoutée et une expertise qui les aide au quotidien. Très bien. Je pense que le panorama est assez clair. Je vous propose maintenant qu'on passe à la partie financière de ce webinaire. Et Sébastien Féjean, donc directeur associé de Dimicaps, je te passe la parole pour poser tes questions à Grégoire. Oui, alors merci beaucoup Olivier, merci pour ce très claire description de l'activité de iPay. Alors moi, je voulais effectivement revenir un peu sur l'histoire de croissance que iPay représente. Alors Grégoire, tu as souligné effectivement que 2020 avait été une année importante, mais surtout cette année une année importante pour iPay puisque l'EBITDA a été franchi, c'est-à-dire que vous avez dégagé un EBITDA positif en 2020. Et tout ça en maintenant finalement une croissance qui est toujours à 2 chiffres. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les tendances structurelles du marché et qu'est-ce qui finalement permet en fait au management et donc à toi d'être confiant sur cet objectif de croissance à 2 chiffres sur long terme, puisque on voit qu'on a tiré une courbe, un trait qui va jusqu'en 2025 et au-delà. Ouais, très. Donc tous ces chiffres-là passés 2021 sont sont les tiens. Hein. Oui, absolument. Et voilà, je les valide pas plus que ça. On donne pas forcément de précision de ce détail-là. Mais en tout cas, la façon dont on voit le marché, c'est un marché d'abord e-commerce qui croît naturellement depuis des années de façon supérieure à 10%. En général, c'est compris entre 10 et 15%. Et donc, iPay bénéficie d'une croissance naturelle de son marché et de deux éléments complémentaires, à la fois d'une certaine façon
les acteurs traditionnels qui peut-être remplissent moins les promesses qu'avant, et donc on gagne des parts de marché, tout simplement, par rapport aux concurrents. Et d'autre part, le boom aussi de tout un tas de technologies liées au commerce unifié, donc non plus seulement sur le e-commerce, mais également dans les réseaux de magasins. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les distributeurs sont tous maintenant conscients qu'il y a besoin d'une transformation digitale et qu'il faut unifier l'ensemble de leurs canaux de vente. Donc, c'est des projets qui peuvent être lourds, hein, qui ne concernent pas que le paiement d'ailleurs, qui concernent aussi la logistique, la distribution. Et donc, il y a de plus en plus de projets qui s'ouvrent autour de ça et ça ouvre encore un espace supplémentaire pour iPay. Très bien. Alors, le modèle économique justement de iPay, c'est un modèle de pure player dans les services de paiement. Donc, il y a une part importante, enfin, c'est un modèle un peu comme un éditeur de logiciels, donc avec des frais fixes importants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le levier sur la rentabilité en fait? On imagine bien que la top line est un élément clé, c'est-à-dire la croissance du chiffre d'affaires et donc une fois qu'on amortit encore une fois ces charges fixes, on a un niveau de rentabilité qui peut être assez élevé. Comment en fait finalement tu considères cet aspect-là et quels sont les investissements que tu privilégies en ce moment dans un contexte qui est assez complexe? Oui, alors clairement, le chiffre d'affaires, il est composé d'une part variable et d'une part fixe à la transaction. Donc ça, c'est le marché qui est comme ça. On rajoute quelques couches parfois, par exemple, quand on va vendre le module de gestion de la fraude, on va pouvoir rajouter quelques centimes à la transaction. Enfin, voilà. Donc on se colle quand même sur le modèle du marché. Et donc, on va être en mesure de facturer en gros 0,8% du chiffre d'affaires, 0,8% du volume du paiement représente notre chiffre d'affaires brut que tu vois ici à 54 millions en 2021. Ensuite, on a à peu près 50% de ce chiffre d'affaires qui part en coût direct transactionnel. Donc, ça va rémunérer à la fois la banque émettrice dont on parlait tout à l'heure, qui a fourni le moyen de paiement aux consommateurs via l'interchange. Ça va rémunérer Mastercard dans l'exemple. Ça va rémunérer potentiellement encore d'autres acteurs de la chaîne. Et il nous reste grosso modo environ 50% de ce montant-là en marge brute. Voilà. Et ça, ensuite, c'est là que peut intervenir la scalabilité, puisqu'en dessous, on va avoir une structure de coûts fixe, en tout cas des OPEX, et essentiellement de la masse salariale et les dépenses associées, plus du marketing. Voilà. Et c'est ce sur quoi on peut agir. La masse salariale, aujourd'hui, la moitié à peu près, en tout cas en effectif, et un peu moins en valeur absolue, correspondent à des équipes produits et techno dans notre centre de recherche et de développement à Nantes et qui travaillent sur le produit. Alors la maintenance, bien sûr, il y en a toujours un peu, mais également l'avenir. Connexion à des nouveaux moyens de paiement, amélioration des interfaces, construction de scénarios cross-canaux, par exemple, pour suivre la stratégie de digitalisation dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est hyper important. On l'a dit au début, mais effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de gros acteurs avec des moyens. La force d'iPay, c'est une forme d'agilité. Et donc, il faut continuer à innover d'une certaine façon, avec des moyens qui sont plus petits que nos concurrents, et on le fait de façon plus agile, quoi. Et donc, c'est ce qui a fait la recette du succès d'iPay, et donc il faut continuer à le faire. La question, voilà, c'est à quel moment on trouve la scalabilité entre un investissement sur le produit et une croissance de la marge en valeur absolue qui est de plus en plus importante. Alors justement, c'était un peu la question à laquelle je voulais que tu arrives, c'est-à-dire en fait peut-être décrire un peu les barrières à l'entrée technologiques que vous construisez, et ensuite faire également un point. Alors, c'est pas vraiment de la R&D, j'imagine que c'est plus du développement qui permet effectivement de pouvoir faire une différenciation. Tu as évoqué effectivement la question de l'agilité comparativement à des gros players. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que ça apporte du point de vue commercial et dans quelle mesure finalement ça vous rend en mesure d'être concurrent d'acteurs qui disposent évidemment d'un footprint sur le marché qui est beaucoup plus important. Sur les barrières à l'entrée, alors déjà, on est établissement de paiement supervisé par l'autorité de contrôle prudentiel, donc la Banque de France, pour pouvoir, en fait, parce que oui, on fait la techno, mais on collecte aussi l'argent de nos clients. On réconcilie ces fonds-là, on fait un certain nombre de contrôles de sécurité financière qui sont d'ailleurs une obligation légale, hein, et ensuite on va renvoyer ces fonds chez nos clients. Donc il y a toute une démarche fintech, hein, toute une démarche financière à côté de la démarche tech, et ça c'est une barrière à l'entrée qui est quand même assez forte. C'est-à-dire qu'il faut à la fois maîtriser les aspects techno du secteur des paiements et également maîtriser les aspects réglementaires, juridiques, conformité
On n'est pas établissement bancaire, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, je pense que c'est une barrière à l'entrée qui est assez énorme, sans parler du fait qu'on est quand même, nous, sur notre marché depuis un peu moins de 10 ans. Voilà, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le segment pour les fintechs le plus facile à aborder. Voilà. Le secteur des paiements est un des premiers à avoir été secoué par les fintechs. Et donc, mécaniquement, aujourd'hui, il y a peut-être des choses plus faciles à aller faire ailleurs que de revenir sur le métier des paiements où on a quand même d'ores et déjà beaucoup d'acteurs et de taille assez significative, puisque même si effectivement comparativement aux acteurs qu'on a cités, on n'est pas forcément énorme, on a quand même géré 6,6 milliards d'euros de volume entrant l'année dernière, donc c'est quand même des volumes assez significatifs. Ok. Et alors, on a évoqué rapidement le développement international et finalement, on voit également que dans le secteur, il y a un bouillonnement en M&A qui est absolument incroyable. Finalement, comment est-ce que tu te positionnes par rapport donc à cette question du développement international? On a compris qu'il y avait effectivement un effet d'extension naturelle en accompagnant des clients, par exemple. Mais est-ce que une opération de croissance externe pourrait permettre de pouvoir gagner du temps? Est-ce qu'il y a des acteurs potentiellement qui sont identifiés par toi et tes équipes pouvant finalement permettre de gagner ou de la part de marché ou une technologie en brique qui permettrait de pouvoir être encore plus pertinent en termes de réponse commerciale? Et ensuite, finalement, dans un monde de brut, est-ce que être indépendant a une vertu? Bah, je crois, en tout cas on l'est aujourd'hui et ça se passe bien. C'est sûr qu'on est, comme je le disais, hein, autonome, agile. On a cette mission de servir nos clients en toute indépendance. Et donc ça, c'est aujourd'hui ce qui fait la force d'IPay. Est-ce que ça veut dire que demain, voilà, comme tu le disais, le marché se consolide? Et ça fait longtemps hein, d'ailleurs, donc quelque part, rien de neuf. C'est une question qu'il faudra poser au conseil d'administration et aux actionnaires. Le sens de l'histoire voudrait peut-être qu'à un moment, ça change. Mais à ce stade, en tout cas, nous, on travaille sur une politique d'indépendance et ça se passe plutôt bien. Et de toute façon, on se concentre là-dessus, puisque c'est comme ça qu'on aura les meilleurs fondamentaux. Ok. Donc potentiellement la meilleure valorisation à terme, que ce soit en bourse, que ce soit en M&A, que ce soit de différentes D'accord. façons. Et justement, quel est ton regard sur la consolidation actuelle? On a beaucoup d'opérations qui sont faites par des banques, hein, notamment qui ont finalement besoin de se fintechiser, si on peut le dire. On a vu récemment Crédit Mutuel Arkea qui a fait des opérations. Il y a vraiment une densité de choses qui se passent dans le secteur. Tu regardes ça avec quelle vision en fait? Bon, c'est pas nouveau, donc on le suit de loin. Voilà. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Évidemment, je peux pas dire grand-chose non plus d'ailleurs. Mais non, c'est un secteur qui bouge. Après, je pense que ce qui intéresse, c'est soit la techno, soit le portefeuille client, soit les deux. Jusqu'à aujourd'hui, le portefeuille client d'IPay était peut-être encore un peu petit pour attirer vraiment un gros. Vous pouvez imaginer. Alors, c'est des supputations. Hein. Voilà. Et après, la techno est là, donc tout est possible. D'accord. Alors c'est vrai quand on Et regarde sur nous, tu parlais de la question de la croissance interne pour nous, c'est pas quelque chose non plus. On est plutôt sur de la croissance organique. Ce qu'on pourrait éventuellement regarder, c'est de la techno si elle a un intérêt. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Et il y a eu quand même des multiples assez importants. Et donc ça va dans les deux sens. Ça peut être positif pour valoriser IPay. Ça peut aussi rendre des actifs chers et peut-être un peu trop chers par rapport à ce qu'on peut se permettre. Donc on est quand même, en tout cas, encore une fois, à travailler les fondamentaux et la croissance organique plus que de la croissance externe. Alors justement, tu peux revenir un peu sur la publication donc en 2021, ça a été plutôt une bonne année pour vous, hein, avec beaucoup d'investissements à la clé, ce qui explique effectivement que la rentabilité est finalement souffert un petit peu. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les résultats 2021 et puis surtout sur la publication du premier trimestre qui a été ce que vous aviez indiqué hein, lors de votre communication, c'était que le T1 souffrirait d'une base de comparaison élevée. Donc voilà, faire un peu un commentaire sur Oui, ces deux. clairement, il y a T1 2021 qui était quand même assez fort. Il y avait encore des confinements sur certaines zones que l'on adresse. Donc, il y avait encore un boom du e-commerce important en Q1 2022. Mécaniquement, en Q1 2021. Donc, en Q1 2022, la base de comparaison est difficile. Et puis, vous connaissez tous le contexte macroéconomique hein, qui est quand même un peu tendu et qu'on ressent dans une certaine volatilité dans la consommation. Voilà, et des projets qui existent, il y a toujours beaucoup de projets de transformation digitale des enseignes.
Ce qu'on peut ressentir du marché jusqu'à présent, c'est une certaine fébrilité. Ça veut dire qu'il y a des projets, mais la prise de décision est plus longue et plus aléatoire. Donc, de façon classique, hein, finalement, on est exposé à l'économie et on est un acteur finalement assez global sur l'économie. Et donc, quand elle faiblit, on est impacté. Donc, c'est ce qui s'est passé en Q1. Mais après, nous, alors à ce stade, et c'est toujours compliqué en ce moment de se projeter, on considère qu'on a toujours les capacités, notamment en termes de newbies. Donc, la croissance d'IP, elle est constituée de la croissance des clients existants et de la croissance des nouveaux clients. La croissance des clients existants, aujourd'hui, peut-être un peu moins forte qu'elle a pu l'être en 2020-2021 avec le Covid. Mais les équipes sales sont toujours à la manette, et sont toujours hyper actives et font que, en tout cas sur la croissance pour les nouveaux clients, celle-là n'est pas remise en question. D'accord. Et tu peux juste tout est affaire de niveau. Voilà. Et tu peux juste faire spécifiquement un point sur un élément qui a un peu pesé sur la croissance également, c'est l'arrêt de certains moyens de paiement dans le gaming. Ouais. Donc ça, c'était l'année dernière. Hein, donc, alors, c'était des moyens de paiement. Sur le gaming, donc les gaming, c'est les casinos online. On est exposé en Belgique et au Portugal. Donc c'est très ciblé, c'est pour des raisons historiques. C'est franchement quand même un bon business puisque c'est un quart de nos volumes et c'est une dizaine de personnes seulement. Donc on a tout intérêt à y rester. Ça nous apprend aussi à gérer des business assez spécifiques, très digitaux en temps réel. Donc c'est bien aussi pour le reste du portefeuille client. Ce qui s'est passé en fin d'année dernière, c'est que il existait, les banques belges avaient mis en place des systèmes de paiement direct banking. Donc, en l'occurrence, c'est des systèmes qui passaient par des virements, mais sous les marques KBC, Belfius, ING par exemple. Et ces moyens de paiement-là, qui étaient en historique et en complément de Bancontact, qui est le moyen de paiement local le plus utilisé en Belgique, il a été décidé de les arrêter, sans doute au profit de Bancontact, puisqu'il n'y avait pas besoin d'avoir toutes ces marques. Mais c'était des moyens de paiement qui étaient assez utilisés sur ce segment du gaming et assez rémunérateurs. Et donc, les banques ont arrêté de fournir ce moyen de paiement en fin d'année. On avait anticipé, et c'est ce qui s'est passé, une bascule finalement des volumes de ces moyens de paiement vers Bancontact. C'est ce qui s'est passé, sauf que Bancontact est un peu moins rémunérateur que ces moyens de paiement direct banking. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas d'effet sur les volumes, mais on a un effet sur le chiffre d'affaires. C'est ça. En fait, c'est le taux de commission qui a diminué sur Q1 et qui était en partie lié justement à la disparition de ces comptes qui étaient assez rémunérateurs. Donc, de l'ordre de. C'est un moyen de paiement qui était très rémunérateur et qui a disparu. Voilà. Au profit d'un autre, moins rémunérateur. Okay. Ce que je vous propose maintenant, avant d'aborder la séance de questions-réponses, c'est Sébastien, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un point de vue résumé sur la vision que vous avez chez ID Midcaps du dossier. Tu parlais en tout début de présentation voilà, de l'intérêt que vous nourrissez pour le dossier. Oui, enfin, bon, la première des choses, c'est que c'est quand même une très belle histoire de croissance. Hein. On a quand même une société qui devrait dégager, selon nos estimations, un taux de croissance moyen qui devrait être très supérieur à 10%. On attend 13% cette année, près de 20% en 2023, 18% en 2024. Donc, c'est vraiment une histoire de croissance. L'intérêt également, c'est évidemment un marché qui reste porteur et structurellement porteur. On voit la difficulté qu'ont les groupes qui sont dans la distribution et qui n'ont pas développé en fait une partie digitale, hein, parce que les bonnes habitudes qui ont été prises durant le confinement ne vont pas disparaître. Donc c'est évidemment un marché qui croît de manière importante et qui va pas être, enfin une croissance qui ne va pas être démentie dans les années à venir. L'autre point qui nous paraît évidemment très important, c'est l'aspect de consolidation. On se souvient qu'une société cotée comme Dadenis avait été rachetée, qui était assez comparable de AEP, avait été rachetée plus de 4 fois le chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, évidemment, on a un sujet de valorisation, puisque AEP cumule, on va dire, deux défauts, c'est-à-dire que c'est une small caps, et les small caps, après un premier trimestre, après un premier semestre le plus mauvais qu'on ait connu depuis, je pense, 2008 ou peut-être 2020, ou 2020, c'est vrai que en plus, lorsque vous êtes techno, c'est assez compliqué. Donc finalement, c'est pas trop les performances, nous, qui justifient en tout cas la baisse du titre, mais c'est vraiment effectivement l'environnement small caps. Hein. Il faut juste se rappeler que juste sur juin,
les fonds small caps européens ont décollecté de l'ordre de 200 millions d'euros. On a connu un mouvement de décollecte sur l'ensemble de ces fonds qui est quasiment ininterrompu depuis 30 mois, ce qu'on n'a jamais vu. Voilà. Et donc c'est sûr que en ce moment, c'est deux éléments qui sont deux éléments qui pèsent sur la valorisation. Maintenant, évidemment, iPay va être attendu sur les prochaines publications, hein, mais nous, on pense très clairement que aujourd'hui, le multiple de chiffre d'affaires, on veut sur CA, donc en valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, qui est tombé, qui est à de l'ordre de 1 en 2022, enfin sur la prévision de 2022, nous apparaît vraiment très faible au regard simplement des transactions comparables, mais également du profil de croissance, et il tombe à 0,9 en 2023. Donc, si effectivement on a bien compris que certes les commissions ont eu tendance à baisser, mais en même temps, on a également compris que la conquête commerciale qui a été plutôt bonne au premier trimestre, hein, puisque il y a eu 75 nouveaux clients tiers 2 qui ont été conquis, ce qui était supérieur à ce qu'on avait eu lors des trimestres précédents, va alimenter la croissance future. Alors évidemment, en modulant ce propos par le fait que si on a une crise économique majeure, il est évident que la consommation va s'en trouver touchée. Et c'est vrai que on commence déjà à voir des taux de croissance de la consommation des ménages qui ralentit du fait simplement de l'inflation. Hein. Donc ça, et puis on a eu des profit warnings qui ont été lancés par des Zalando et d'autres. Donc c'est évidemment des sujets à prendre en compte. Mais le positionnement spécifique et l'agilité de iMedia nous rendent relativement confiance à moyen terme sur les perspectives du groupe et surtout sur une valorisation qui devrait revenir à des niveaux qui seraient plus en lien avec ceux qu'on observe dans le secteur. iPay, Sébastien. Non, j'ai dit quoi? Oui, tu as dit un autre mot. iMedia. iPay, excuse-moi. C'est là, j'ai pas fini, mais là, voilà, iPay. Merci beaucoup Sébastien pour cette analyse. Je vous propose maintenant qu'on passe à la séance de questions-réponses. Juste un petit mot pour commencer. Sachez qu'il y aura un replay de ce vidéo. Donc les personnes qui voulaient accéder au PowerPoint, y auront de ID Midcaps, y auront indirectement accès en pouvant visualiser le replay. Donc le replay sera accessible sur demande et il y a de fortes chances qu'il soit rediffusé sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous en faites la demande, on pourra vous envoyer un moyen d'accéder au replay. Ce que je vous propose maintenant, c'est effectivement de passer à la séance de questions-réponses posées par les participants. On vous remercie tous parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, Grégoire, des questions notamment pour affiner la compréhension du modèle. Une question d'un internaute qui se demande comment se rémunère iPay, par abonnement, en fonction du nombre de transactions, en pourcentage du chiffre d'affaires. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu le modèle de rémunération? Est-ce qu'il est unique d'ailleurs ou est-ce qu'il est divers? Alors, le modèle de rémunération est le même pour tous les acteurs tels que nous, comme les banques aussi d'ailleurs, en fait. Hein. On va être en interchange plus. Enfin, en gros, on va, pour chaque transaction, facturer une part fixe, une part variable. La part fixe, donc quelques centimes, va rémunérer le processing technologique de la transaction. Et la part variable, elle, va plutôt représenter tout ce qui est acquisition au sens réglementaire du terme, c'est-à-dire rémunérer les fameuses banques émettrices de la carte d'un côté, et puis Visa, Mastercard, le moyen de paiement lui-même, et bien sûr nous. Donc on va être sur toujours cette dimension fixe plus variable à la transaction. Et après, donc ça c'est quand même au moins 90% de notre chiffre d'affaires, on a une petite partie qui est sur des abonnements additionnels à certains services à valeur ajoutée. Je vous en parlais tout à l'heure, le module de gestion de la fraude, certains accès à des états d'analyse, des choses comme ça qui vont être facturés en plus. Mais on se conforme en fait à la technique du marché, ce qui permet que les prospects puissent comparer nos offres. Hein. On se rémunère sur un système classique et le même pour tous, fixe plus variable à la transaction. Très bien. On a eu plusieurs questions par ailleurs sur le paiement fractionné. Alors, on perçoit à la fois une double interrogation derrière ces questions sur le paiement fractionné. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est un non-sujet pour vous? En tout cas, est-ce que vous pourriez donner un éclairage? Ouais.
Un des métiers d'IP, on en parlait tout à l'heure, c'est de fournir à nos clients les moyens de paiement dont ils ont besoin par rapport à leurs consommateurs. Donc, si ils adressent des Belges, il va falloir avoir un bon contact, carte bancaire en France. Potentiellement, si c'est un acteur de la food, il va falloir ticket restaurant. Donc, c'est soit des spécificités géographiques locales, soit des spécificités verticales comme dans le tourisme ou la food, où il y a un certain nombre de moyens moyens de paiement qui sont spécifiques à des verticales d'activité. Et enfin, il y a un troisième qui vont être plutôt des moyens de paiement financiers, on va dire, en tout cas qui ont un intérêt sur le service qu'ils apportent en termes financiers. Et donc, c'est le BNPL, effectivement, donc le Buy Now, Pay Later, qui existe depuis assez longtemps, parce que d'une certaine façon, Honnet, acteur français, le fait depuis des années. Klarna a quand même provoqué un assez gros boom sur le secteur. Et puis, plus récemment, on a des acteurs comme Alma, par exemple, ou Floabank racheté par BNP, qui sont présents. On a des clients qui en ont besoin, qu'ils le demandent ou pas d'ailleurs, mais on se rend compte que pour des paniers de taille significative, je ne sais pas, quand on vend des matelas par exemple avec des paniers moyens de l'ordre de 1 000 euros, c'est pas mal de pouvoir proposer un paiement en 3, 4, 5, 10 fois sans frais, parce que c'est des gros investissements et ça permet aux consommateurs d'étaler les paiements. Donc ça ne sert pas à tout le monde, hein. Quand on a un panier moyen à 30 euros, il n'y a aucun intérêt à faire du 3 ou 4 fois sans frais. En tout cas, ça ne va pas percer véritablement. Donc c'est un moyen de paiement qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut les avoir tous? J'aurais tendance à dire que de toute façon, on ne peut pas nous investir pour se connecter à l'ensemble de ces plateformes. Donc l'idée, c'est qu'on puisse proposer au sein de notre portefeuille de moyens de paiement proposés à nos clients une ou plusieurs solutions de paiement en plusieurs fois, la plus adaptée à notre marché. Alors j'ai une question, Olivier, si tu peux. Il y a une question qui apparaît plusieurs fois, ça concerne le litige fiscal. Alors tu peux le faire le point sur le litige fiscal que iPay a dû. Alors je sais qu'il y a une provision qui a été passée en 2021. Tout à fait. Donc si tu peux un peu. Pour rappel, c'est un contrôle fiscal qui portait sur les années 2013 et 2014 sur l'activité, la fameuse activité historique qu'on a cédée en 2017. Et c'est un point de doctrine autour des retenues à la source. Est-ce qu'on est soumis ou pas aux retenues à la source quand on envoie de l'argent dans certains pays étrangers? Voilà le sujet technique. Et on a été redressé de 2,2 millions d'euros plus environ 400 000 euros additionnels d'intérêts de retard et pénalités. Voilà, l'enjeu il est là. On a perdu en première instance ce qui était attendu par les avocats, puisque c'est un sujet assez technique de doctrine en fait. Est-ce que un établissement de paiement tel que iPay est soumis à la retenue à la source ou pas? Donc en première instance, en général, c'est pas des jugements très techniques. Et donc là, on a fait appel. On attend la date de l'audience d'appel qui est toujours pas connue. Donc ça dure depuis maintenant des années. On a décidé quand même en fin d'année dernière, parce qu'on a perdu en première instance en 2021, on a décidé de tout provisionner pour adopter une position prudente, que ce soit vis-à-vis des actionnaires, des commissaires en compte, des partenaires. Donc on a pris 100% du risque et on est en train de payer, parce qu'il y a un étalement de toute façon. On verra si on gagne, bien sûr, mais de toute façon, on est en train de payer sur un étalement en gros sur 4 ans. Du contrôle fiscal. Et je ne me prononcerai pas, en tout cas on va en appel et on a des éléments à défendre et on est bien sûr aidé là-dessus par des avocats. Voilà, après c'est quand même assez technique, voilà, donc à suivre. Très bien. Je vais revenir à des aspects métiers, en tout cas sur des questions qui apparaissent, hein, sur aussi l'environnement concurrentiel au sens large. Une question sur le fait que Apple Pay, est-ce que ça pourrait devenir une menace pour vous parce qu'il déciderait de descendre ou monter dans la chaîne de valeur Comme les BNPL, en fait, Apple Pay, c'est un moyen de paiement avant tout. Alors, il y a effectivement des annonces diverses et variées. À ce stade, ce n'est pas forcément encore très, très clair. Pour nous, à ce stade, ça reste un moyen de paiement. Donc, il faut pouvoir le proposer à ses clients. Il faut que nos clients puissent encaisser en Apple Pay, mais ce n'est que ça et c'est déjà très bien. Hein, mais voilà, ce n'est pas une menace au sens où Apple Pay est plutôt quelque chose orienté vers les consommateurs plus que vers les distributeurs retailers. Bien sûr, ça permet de reclarifier les choses sur le business, ouais, très, très clairement. Une autre question sur votre clientèle, est-ce que vous interdisez des clients ou des secteurs d'activité, entre guillemets, à risque ou risque réputationnel? C'est une question un petit peu d'ordre RSE, mais des clients potentiellement rentables. Donc l'internaute sur cette question nous précise, entre parenthèses, paris sportifs, adultes, casinos, etc.
Souvent, dans le métier, quand on est comme nous, quand on fait à la fois la gestion technologique, mais également la gestion réglementaire des flux, le risque, effectivement, correspond à une rentabilité. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas d'activité à fort risque. L'activité de casino online dont on a parlé tout à l'heure, gaming, peut parfois être appréhendée telle quelle, mais en fait, on est sur des casinos de taille assez importante, sous licence locale vérifiée, qui sont là depuis des années. Et donc, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est rentable, mais pas tant que ça par rapport au retail. Ça veut bien dire que le risque associé n'est pas si important que ça. Voilà. Donc ça, on le fait. Après, tout ce qui va être vertical, des exemples de vertical risk, ça peut être par exemple effectivement l'adulte, tout ce qui va être crypto, le forex, il y a tout un tas de verticales comme ça qu'on n'adresse pas du tout, et notamment parce qu'on n'est pas acquéreur nous-mêmes. Donc de toute façon, on travaille avec un réseau d'acquéreurs qui ne nous autorise pas ce genre de vertical, et à la limite, ça me va très bien, puisque, encore une fois, on est quand même plutôt sur du fondamental à long terme, et ces business-là représentent un intérêt limité. Donc on est plutôt sur du retail low risque. Très bien. Vous avez touché du doigt le sujet des crypto-monnaies. Alors, il se trouve qu'on a une question d'un internaute, même si je pense que c'est plus du ressort de vos clients, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous envisagez d'accepter les paiements en crypto-monnaie? Non, pas pour l'instant. En fait, tout simplement parce que nos clients ne le demandent pas, en fait. Pour pas mal de raisons, hein. Aujourd'hui, je vois mal un de nos clients retailers vendre ses produits en crypto. Ça pourrait arriver, ça pourrait venir. Pour l'instant, il y a plus des effets d'annonce qu'autre chose. Et c'est plutôt, on va dire, un produit financier de spéculation qu'un moyen de paiement. Donc, on est là, on surveille, mais pour l'instant, on n'a pas, c'est pas une demande. En tout cas, dans la liste des moyens de paiement qui sont demandés par les clients, celui-là n'apparaît pas encore. Donc, il y a pas mal de choses à faire avant. Très bien. Une autre question, cette fois sur un petit peu votre modèle économique, ou plutôt votre structure de coûts. On a des questions à la fois sur les niveaux de recrutement envisagés. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment le staffing est un petit peu piloté en fonction de l'évolution de l'activité, et même plus globalement sur la structure des coûts? Alors, sur le staffing, il y a toujours une croissance des effectifs, à la fois sur la partie produit, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on a besoin de continuer à développer des nouvelles fonctionnalités pour nos marchands, et puis sur les aspects commercial et marketing, là aussi, puisque, alors de façon beaucoup plus limitée d'une certaine façon, mais on essaye quand même de faire croître le nombre de commerciaux, chasseurs, parce que c'est la clé de la croissance dans plusieurs années. Enfin, ça prend du temps, en tout cas, de trouver la bonne personne et de la former, et qu'elle fasse elle-même son réseau. Donc, on continue à investir sur un trend assez comme par le passé. Et puis après, il y a une autre croissance, c'est toutes les équipes support autour du risque. Et là, c'est lié à notre licence d'établissement de paiement. On est obligé d'avoir des équipes risque et conformité et de contrôle interne. Donc, on a quand même besoin de se renforcer sur ces segments-là aussi. Donc, en clair, il y a des besoins et on les adresse de façon long terme, hein, en se disant cette année, on va avoir une croissance des coûts RH, notamment par les recrutements de l'année dernière, qui auront un effet année pleine en 2022. Voilà. Et on continue à embaucher de toute façon. Très bien. On a une question maintenant sur un petit peu les tendances sous-jacentes du développement de votre activité, sur globalement le marché du e-commerce et du retail physique. Alors, voilà, on nous demande quels sont un petit peu finalement, la question sous-jacente, c'est celle des moteurs de croissance structurelle, et comment est-ce que vous arrivez à lisser peut-être des variations sectorielles qui peuvent arriver au sein de tel ou tel segment. C'est quoi? C'est la variété de votre portefeuille de clients? Ouais, c'est l'intérêt d'avoir effectivement, on adresse au moins une dizaine de verticales différentes. Les principales, il y a la santé beauté par exemple, le digital, le sport, le tourisme, la food, voilà, donc, toutes ces verticales qui au final ça nous a bien servi au moment des premiers confinements début 2020, puisque par exemple le tourisme avait fortement chuté, mais la vente de matériel informatique avait fortement augmenté. Donc on arrive comme ça à mieux en tout cas encaisser les éventuelles crises économiques qui touchent certains secteurs.
Très bien. Une question complémentaire peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le degré d'exposition à vos principaux clients? Je ne sais pas, par exemple, combien représente le top 10 dans votre chiffre d'affaires pour nous donner un Un petit peu peu plus d'un tiers. Un tiers? Un peu plus D'accord. d'un tiers, ouais. Très bien. Donc c'est un chiffre qui a tendance à baisser, mais relativement doucement. D'accord. Très bien. Donc, on comprend que le portefeuille du client est quand même bien diversifié. Tout à fait. Et Très en bien. même temps que les 10 premiers clients sont quand même assez gros. Une question qui n'a rien à voir, c'était par rapport à l'affaire Wirecard de l'année dernière. Ah Si ma non, mémoire ça est bonne. remonte à, je crois que c'était 2019. 2020 même, 2020. Voilà, 2020, ouais, début 2020, t'as raison. Ouais. ouais, est-ce qu'il y a eu des conséquences directes ou indirectes, je sais pas, un aspect méfiance business ou alors plus du ressenti que vous avez pu avoir vis-à-vis de la relation avec certains À actionnaires? l'époque, il y a eu Voilà. des Quelles questions. questions ça a suscité sur vous et est-ce que ça a pu avoir des conséquences business potentielles? Alors difficile à dire, hein, mais a priori de façon limitée. De toute façon, on a la CPR quand même qui contrôle le secteur, qui suite au scandale Wirecard avait d'une certaine façon, je ne dis pas renforcer ses contrôles, c'est peut-être pas le bon terme parce qu'ils sont toujours en train de vérifier, mais ils sont là. Et nous, à la différence d'un Wirecard, on est franco-européen, on a 60% en France, l'essentiel de nos activités dans l'Union européenne. On n'a aucun compte, je ne sais pas où, à Singapour, comme c'était le cas de Wirecard, donc finalement beaucoup plus simple à contrôler, que ce soit par Deloitte, notre commissaire aux comptes, ou par la CPR, ou les autorités de régulation qu'on a autour de nous, y compris l'AMF. Donc ça interroge, je pense que ça a interrogé, puisque c'était assez choquant, mais on a à chaque fois, on avait des réponses, et on a encore aujourd'hui des réponses sur le dispositif de contrôle de IP. Très bien. Il y a une question également, Grégoire, sur la structure du capital. Alors nous, on avait fait un slide qui était, mais je pense que la personne n'a pas dû forcément le voir. Tu peux la rappeler? Oui, on a deux actionnaires de référence qui ont un peu moins de 30% chacun, qui sont deux family office. BJ Invest, qui est également au conseil d'administration, et puis Eximium, qui n'est pas au conseil d'administration et qui a lui aussi donc à peu près 30%. Donc les deux ont 59%, 41% de flottant pour le reste, et c'est 41% qui sont a priori, en tout cas chez des acteurs qui ont moins de 2%, puisqu'on n'a pas eu de déclaration de franchissement de seuil statutaire ou légal à 5% depuis quelques temps. Très bien. Alors, on vous invite encore, si vous en avez encore, à poser de nouvelles questions. Sébastien, peut-être que toi, tu as encore une question complémentaire à poser qui viendrait de ton équipe d'analystes. Non, je crois qu'il y avait une question intéressante. C'était en fait une question qui a été posée sur la négociation à la baisse des coûts directs. Grégoire, est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est quelque chose qu'on suit effectivement. Et tous les ans, en fait, on refait une page et on cherche à voir ce qu'on peut optimiser. Pas sûr d'avoir des effets énormes cette année sur le sujet. On a eu pas mal de renégo l'année dernière, donc quelque chose qu'on travaille régulièrement. Mais puisqu'on le fait régulièrement, il n'y a pas non plus de grand Big Bang à attendre. Très bien. Ça se joue à la marge. D'accord. Et en tout cas, l'effet dont on avait parlé tout à l'heure sur les moyens de paiement spécifiques direct banking en Belgique fait que, d'une certaine façon, c'est plutôt ça qui va avoir un impact sur les structures de coûts que les renégo éventuels. Très bien. Je vois aussi juste une question oui. sur le Brésil, parce que je préfère le préciser, parce que par rapport à ce que je vous disais avant, on est exposé dans l'Union européenne. Et le Brésil, on a historiquement une filiale qu'on a gardée parce que c'est compliqué d'ouvrir des structures en Brésil, mais en tout cas, c'est du coquille vide et aujourd'hui, on n'a pas d'activité sur cette structure. On la garde pour l'instant en se disant que ça pourrait avoir du sens, étant donné qu'on est au Portugal, un jour d'aller plus loin et d'aller vers le Brésil. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans les plans et c'est juste une structure en attente. Très bien. Alors, il y a un sujet qui a été rapidement évoqué par Sébastien tout à l'heure sur le fait que 2021 a été, en tout cas sur les ratios, un petit peu moins profitable que 2020 malgré une croissance du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que, Grégoire, tu pourrais revenir sur le sujet pour donner ton
ton point de vue et en tout cas éclairer les participants sur cette question. Oui, alors en fait, en 2020, il y a eu des économies exceptionnelles liées au Covid. Il y a eu à peu près 800 000 euros d'activité partielle, d'une part, et des économies de coûts, OPEX, pour à peu près 1 million d'euros, que ce soit évidemment les voyages et surtout les événements, qui est quand même notre principal pourvoyeur de leads pour les commerciaux, et tous les événements ont été annulés. Voilà, donc, tout ça fait qu'en gros, on avait 1,8 million de mieux virtuellement en 2020. Très bien. On a une autre question sur les perspectives pour l'année en cours. Alors, pas spécifiquement sur l'activité d'IP, mais plus globalement pour le secteur du paiement. Alors, tu as rappelé rapidement l'impact du ralentissement économique. Alors, sans donner de prévision, parce que c'est pas lieu et je pense que tu n'y as pas droit. Mais qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme substance qualitative à défaut de donner des chiffres? Ouais. Voilà, il y a un côté un peu d'ailleurs comme début 2020 très très volatile, quoi. Et donc c'est compliqué de comprendre comment ça va évoluer, quel va être l'impact véritable sur la consommation, par exemple. Parce que nous, on a deux niveaux finalement d'exposition. Le niveau de consommation classique des consommateurs, online, mais également dans les magasins. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est le niveau d'investissement des entreprises. Parce que finalement, nos clients, est-ce qu'ils vont ou pas se lancer dans les transformations digitales et sur des projets de transformation, quoi. Ça, c'est difficile à dire, mais d'une certaine façon, la crise, parfois, amène des projets de transformation puisqu'il faut optimiser la structure de coûts, il faut optimiser la façon dont on adresse ses clients. Et donc, en tout cas, il n'y a jamais eu de coup d'arrêt, pour l'instant, violent sur les investissements des entreprises. Donc, ça devrait continuer à exister, même si aujourd'hui, donc, il y a vraiment des projets, c'est assez actif, mais il y a une certaine volatilité, et les prises de décision sont plus compliquées et ou plus longues. Très bien. Avant de poser les 2-3 dernières questions, un petit message plus d'ordre logistique. C'est pour la participation au prochain webinaire que nous organiserons. Je propose à tout le monde d'envoyer un email à l'adresse bourse@toutsurmesfinances.com avec l'objet inscription pour être averti de la tenue de prochains webinaires. Pour finir cette séance, encore 2-3 petites questions d'un ou deux participants qui sont décidément très actifs et on vous en remercie. Et très pointu. Oui. Sébastien, tu veux les poser? Oui, part de marché en France, 7%. Est-ce que tu confirmes, Grégoire? Oui, c'était le calcul qu'on avait pu faire à l'époque, ouais, et ça n'a pas dû beaucoup bouger. Et est-ce que tu peux nous donner également un complément sur les autres pays? Et est-ce que tu as des objectifs en tête à l'horizon, je sais pas, 3-4 ans, dans quelques pays critiques pour vous? Non, on n'a pas ce calcul sur les autres pays d'Europe. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens à date. On reste avec du potentiel. La France, ça commence évidemment, puisque c'est notre premier pays, à être un peu plus significatif. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un boulevard, quoi. On n'est pas encore, on n'a pas de problème de prise de part de marché sur aucun des marchés qu'on adresse. Et donc, alors question complémentaire, c'est quelle part de vos clients utilisent pleinement vos technologies omnicanales? On voit quelqu'un qui connaît très bien le dossier. Ouais, le volume de paiement, enfin, un indicateur qu'on suit aujourd'hui, c'est les paiements de proximité, donc les paiements, j'allais dire en magasin, mais pas que, hein, en tout cas tout ce qui est paiement sur des terminaux de paiement physiques. Donc des moyens de paiement dédiés aux canaux de distribution physique, ça représente toujours un peu moins de 5% du volume total. Donc c'est à la fois, ça montre quand même qu'il y a un début, hein, et en même temps, c'est pas encore complètement chez tous nos clients. Très bien. 5%, donc quand je parle des volumes de paiement, hein, c'est les 6,6 milliards de l'année dernière. C'est à peu près 5% de ces volumes qui sont sur des moyens de paiement de proximité. Mais juste pour compléter, c'est aussi un des segments commercialement en France qui est très actif en ce moment. Donc il y a beaucoup de projets de commerce unifié, on va dire ça comme ça, et on est présent sur ces dossiers.
Parfait. Je crois qu'on a fait le tour des questions posées par les internautes. On vous remercie tous pour toutes les questions que vous avez pu nous poser. Donc, je vous confirme que le replay sera accessible. Je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez participer à nos prochains webinaires, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse suivante, bourse@toutsurmesfinances.com avec l'objet inscription pour être prévenu de la tenue de nos prochains webinaires directs dirigeants. Un grand merci à nos participants, à nos intervenants Grégoire et Sébastien. Sébastien, tu voulais dire un dernier mot? Oui, je voulais dire également aux participants que s'ils souhaitent recevoir la recherche que nous avons produite sur iPay, il n'y a vraiment aucun problème, hein. Ils envoient également la même adresse mail que tu as indiqué et on leur transmettra l'initiation de couverture et les différents points qu'on a pu faire à l'issue des publications, notamment celle du T1. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci Merci Olivier, de merci votre, Sébastien. votre participation. C'était super. Et ben, on espère qu'on pourra se donner rendez-vous dans les mois ou peut-être l'année prochaine pour refaire un point, voir comment les choses ont évolué. Nous avons tenu les délais. Tout le monde a participé, à pleinement jouer le jeu. Merci pour cette première édition. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une excellente semaine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.